Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous souhaitons vous faire partager aujourd'hui un moment exceptionnel en vous emmenant sur les traces des trésors du Zen. En effet, à l'occasion du 50e anniversaire du pacte d'amitié entre Paris et Kyoto, ainsi que du 150e anniversaire des relations entre la France et le Japon, se tient actuellement jusqu'au 14 décembre au musée du Petit Palais, à Paris, une importante exposition intitulée Art et Zen à Kyoto. C'est la première fois que les célèbres temples zen de Kyoto, le pavillon d'or et le pavillon d'argent, ont accepté de prêter une partie de leur collection. On peut se demander à cette occasion quel est plus précisément le rôle de l'art dans le zen. Est-ce que celui-ci a évolué au fil des époques? En quoi les portraits peints ou sculptés des maîtres ont-ils été des supports fondamentaux de l'enseignement spirituel? Nous allons voir toutes ces questions avec notre invité, Olivier Van Gen. Olivier Van Gen, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'Union bouddhiste de France. Vous pratiquez le zen depuis 1973. Vous êtes un ancien disciple de maître Deshimaru. Vous dirigez d'ailleurs le centre zen de Strasbourg. Et je précise que vous êtes rendu donc plus d'une dizaine de fois au Japon. C'est donc un pays que vous connaissez assez bien. Connaître le Japon, il faut y aller plus que 10 fois. Mais oui, je connais surtout certains temples au Japon. Oui. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder tout de suite ce reportage tourné au Petit Palais. On se retrouve tout de suite après. L'exposition Zen et Art à Kyoto présente surtout des objets de l'époque appelés Muromachi, qui s'étendent de la fin du XIVe à la fin du XVIe siècle. Ce fut la grande période du Zen à Kyoto. Les statues que vous voyez dans cette exposition sont ce qu'on appelle des Shinso. Ce sont des représentations des maîtres du Zen et ils sont représentés dans tous les attributs de leur fonction, avec leur robe, le kessa, avec leur bâton qui symbolise leur titre et leur enseignement. Mais d'un autre côté, ces statues, de même d'ailleurs que les portraits, sont destinés à transmettre, à prolonger la spiritualité d'un maître. C'est pourquoi ces statues et également ces portraits peints sont souvent traités avec un grand réalisme. En fait, ils sont dans la théorie qui en était donnée à l'époque, une ombre du maître, une kage. On appelle ça. C'est en fait une parabole. Le buffle représente la vérité bouddhique et le petit pâtre représente le bouddhiste dans sa quête. On y voit les 10 étapes que le novice doit parcourir et que Yoshimasa considérait comme un point très important du zen. Alors Olivier Van Gen, c'est quand même exceptionnel cette ouverture au public de ces trésors du zen. C'est la première fois en France. Oui, je crois qu'il faut bien se rendre compte qu'au Japon, il y a des dizaines et des dizaines de milliers de temples, que dans chacun de ces temples, il y a ce qu'on peut appeler des trésors nationaux, c'est-à-dire des œuvres d'art qui se sont transmises au fil des siècles, qui ont été données, qui ont été offertes, et que chaque temple, quelle que soit sa tradition, Rinzai, Soto ou autre, conserve ces trésors comme étant la marque de son temple. Si certaines de ces œuvres sont parfois exposées et montrées au grand public, la plupart sont précieusement gardées à l'abri. Et en tout cas, en ce qui concerne une grande majorité des œuvres qui sont présentées à cette exposition, il faut savoir qu'elles n'ont jamais été montrées, même au Japon. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que ce partenariat Paris-Kyoto se fait sur des trésors spirituels finalement. Oui, ben c'est Kyoto, c'est vraiment la ville symbole, on va dire, et puis au niveau historique également, là où s'est exprimé le plus magnifiquement cette culture zen, et notamment cet art zen.
Alors on a pu le voir dans le reportage avec ces portraits sculptés de maîtres. Les maîtres sont omniprésents, ça tient beaucoup au mode de transmission dans le zen. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Une des spécificités de la tradition zen, c'est cette transmission de maître à disciple, nous disons transmission au-delà des mots et des écritures. D'esprit à esprit. De cœur à cœur ou d'esprit à esprit, selon l'expression japonaise étant Ishin Denshin, qui signifie de plus que l'esprit, plus que le cœur, c'est vraiment de moi à toi, dans ta totalité, dans ma totalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une goutte qui est perdue dans ce transfert d'éveil. C'est vraiment la spécificité de la tradition zen, parce que c'est ce qui s'est transmis justement pendant toutes ces générations. Alors c'est vrai que pour tout disciple du zen, le maître, d'une façon assez paradoxale, dans un sens, n'a rien à apprendre au disciple, puisque le disciple est fondamentalement sait déjà tout. La seule chose qu'il ne sait pas, peut-être, c'est qu'il sait déjà tout. Et le rôle du maître, ça va être de le guider sur ce chemin spirituel, qui est évidemment, comme toute voie spirituelle, une voie avec des dangers, des pièges, et c'est plutôt dans cet esprit-là que cette relation de maître à disciple va devenir véritablement indispensable. Donc le disciple va garder pendant toute sa vie une immense gratitude à la fois pour son propre maître, mais pour tous les maîtres qui l'ont précédé. Puisque si lui-même peut à un moment donné pratiquer cette voie merveilleuse qu'est la voie du Bouddha et la voie du Zen, c'est parce qu'il y a eu cette transmission liquide, on va dire, parce que c'est vraiment d'un récipient à un autre, d'un naturel, aussi naturel que l'eau qui coule. Alors, un des autres supports fondamentaux de l'enseignement spirituel dans le zen, ce sont les calligraphies, ou bokuseki, on les appelle aussi traces d'encre. Quel message véhicule-t-elle? Là aussi, c'est encore très important comme support entre le maître et le disciple. Oui, alors la calligraphie, évidemment, dans toute la tradition asiatique, a une place tout à fait privilégiée, puisque la plupart des poètes, des écrivains, des personnes qui écrivent là-bas, font de la calligraphie une véritable expression de leur cœur. Dans le zen, il y a cette spécificité, disons supplémentaire, qui est de faire passer à travers cette calligraphie ou ce jet spontané, disons, d'encre, puisque finalement il s'agit de ça, en plus de transmettre un vrai message spirituel, ce qu'on appelle les kohan, ou ce qu'on peut appeler un espèce de proverbe zen, pour simplifier. Ce sont des choses qu'on peut étudier et approfondir pendant toute sa vie. Alors, nous en sommes maintenant à la découverte du pavillon d'or, grâce à un extrait d'un film en 3 dimensions, présenté dans le cadre de l'exposition Art & Zen à Kyoto. Le pavillon d'or fut construit au XIVe siècle par le régent Ashikaga Yoshimitsu. Avant d'être transformé en temple zen et en reliquaire, le bâtiment fut d'abord conçu comme un palais de réception et de contemplation. Il est formé de 3 niveaux, chacun répondant à des critères différents. Le rez-de-chaussée est construit en bois nu et correspond au style architectural des palais de la noblesse de cour. Les 2 étages suivants sont recouverts de feuilles d'or, à l'extérieur comme à l'intérieur. La statue de son fondateur, Yoshimitsu, semble toujours en pleine contemplation. Il fait face à un vaste étang qui dans l'art japonais symbolise l'océan, d'où émergent plusieurs îles qui évoquent le paradis de la terre pure. On retrouve au premier étage le style des résidences des familles de samouraïs. Il abrite maintenant la déesse Kannon, protégée des 4 côtés par les 4 rois célestes protecteurs du Bouddha. Le dernier niveau évoque le style des monastères bouddhiques de la tradition zen et abrite, dit-on, des reliques du Bouddha. Il représente une harmonie d'or et de lac noir, une beauté éternelle que recherchait Yoshimitsu. À Kyoto, le pavillon d'or n'est pas ouvert au public. À Paris,
Grâce à la réalité virtuelle, nous pouvons y pénétrer en toute sérénité et ainsi contempler une beauté qui a traversé le temps et les épreuves. Entièrement détruit par un incendie en 1950, le pavillon d'or a été reconstruit à l'identique en 1955. Il s'agit donc d'une beauté retrouvée et reconstituée qui ouvre sur l'univers du zen. Olivier Van Ghen, une des salles du temple que nous avons pu découvrir était dédiée à la cérémonie du thé. D'ailleurs, une partie de l'exposition est consacrée à cette cérémonie du thé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle était et pourquoi est-ce qu'elle reste encore si importante dans le zen et notamment dans l'art du zen? Oui, c'est l'exemple même, disons, de ce que fait le zen, de ce qu'est censé, disons, faire le zen ou la pratique du zen sur l'être humain. C'est-à-dire de ramener les choses les plus simples comme les plus essentielles, les plus importantes. Nous passons notre vie à courir après des chimères ou des vœux ou des désirs et nous oublions la plupart du temps la simple réalité d'un moment. Les maîtres zen ont voulu faire d'un moment le plus banal qui soit, c'est-à-dire de faire un thé. Au Japon, en Chine, se faire un thé est un acte qu'on fait de multiples fois dans la même journée, et de faire de ce moment si simple, si naturel, si ordinaire, un moment de plénitude, c'est-à-dire où on ne fait véritablement rien d'autre que de préparer le thé, et évidemment pas de préparer du thé pour soi, mais de préparer du thé pour d'autres, et de le faire avec cet esprit de gratitude, de respect pour les objets, pour les choses, pour la vie, pour les autres. Donc dans cette simple cérémonie du thé, évidemment, il y a l'aspect rituel, il y a l'aspect esthétique, qui parfois est même un peu pesant, on va dire, parce que le zen n'est pas une esthétique. Parfois, même dans une cérémonie, il peut y avoir du thé, il peut y avoir énormément d'humour, parce que on oublie souvent l'humour dans l'art, mais le zen, je crois, a une spécificité pour cela, et dans la vie, d'ailleurs, d'une façon générale. Donc, ce sont toutes ces valeurs, toutes ces expressions qui sont mises dans une cérémonie du thé. Merci beaucoup, Olivier Van Ghen, de nous avoir apporté votre éclairage aujourd'hui sur cette exposition Paris-Kyoto. Merci à vous. Je vous rappelle qu'elle se tient au musée du Petit Palais jusqu'au 14 décembre, à Paris donc. Pour terminer cette émission, voici quelques ouvrages que vous pouvez vous procurer. Tout d'abord, L'art au Japon de Mieko Murase, publié aux Encyclopédies d'aujourd'hui, dans la collection La Pochothèque. Dans ce volume, l'auteur retrace l'histoire des traditions artistiques japonaises, de l'arrivée du bouddhisme à la première moitié du XIXe siècle. Hiroshige, publié chez Focus, vous retrouverez dans cet ouvrage de nombreuses œuvres de ce dessinateur, graveur et peintre japonais. Et enfin, un superbe livre qui vient de paraître aux éditions White Star, Siddhartha, le prince qui devint Bouddha. Vous pourrez y retrouver le récit des événements majeurs de la vie du Bouddha, illustrés par des chefs-d'œuvre de l'art bouddhique ancien, ainsi qu'un éclairage sur sa doctrine à travers de magnifiques photos contemporaines et des citations extraites des textes canoniques. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain.